Heureux que vous soyez venus d'un peu partout du Bénin, parce que dans cette salle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'échanger entre vous. Nous avons souhaité faire venir ici des jeunes de toutes les 77 communes du Bénin, pour que ce message qui vous est passé depuis cet après-midi, et même depuis ce matin, parce que j'ai souhaité que vous soyez également à la séance de ce matin, que vous soyez également des messagers dans toutes les autres 77 communes pour dire ce qui est en train d'être fait par le gouvernement, pour dire comment ça va affecter vous aussi, votre façon de voir les choses, mais aussi votre façon de faire les choses, parce que dans notre pays, c'était comme ça avant 2016, ça continue de l'être. L'emploi est au cœur des préoccupations de la jeunesse. Et je viens ici cet après-midi surtout pour cela. En 2016, quand le président Patrice Talon a été élu et que nous avons commencé par planifier le développement économique et social du Bénin, nous avons identifié effectivement l'emploi comme la première préoccupation de tous les Béninois, pas seulement des jeunes. Des jeunes, bien sûr, parce qu'ils sont les premiers affectés, mais c'est au cœur des préoccupations de vos mamans, donc des femmes béninoises. Et c'est au cœur des préoccupations des hommes aussi responsables, qui se préoccupent de ce que deviennent leurs enfants après. Et si vous regardez, vous lisez les deux programmes d'action du gouvernement, PAG1 et PAG2, vous verrez que de tous les objectifs, celui qui a été le plus affiché, avec tous les risques, c'est celui sur l'emploi. Où nous avons dit, en 2016, il faut que pendant le premier quinquennat, on puisse créer au moins 500 000 emplois. Et pendant le deuxième quinquennat, on a dit, il faut qu'on puisse créer 1 300 000 emplois. Pourquoi le premier objectif? Parce que nous avions constaté que chaque année venaient sur le marché de l'emploi au moins 500 000 jeunes qui cherchaient du travail. Donc notre objectif en 2016, c'était de dire, contrairement à ce qui a été fait par le gouvernement passé, où chaque année, parce qu'on n'arrivait pas à créer suffisamment d'emplois, le nombre de chômeurs et de sous-employés s'accroissait, nous allons arrêter la saignée. Il n'y aura pas, à la fin du premier quinquennat de Talon, il n'y aurait pas de chômeurs en plus par rapport à 2016. Et nous avons créé, pendant ce quinquennat-là, plus de 800 000 emplois. Ça, c'est la réalité qui a été documentée par l'ISAE et par d'autres institutions internationales par la suite. Et c'est ce qui nous a dit, si nous sommes capables de créer en moins de 5 ans 800 000 emplois, alors nous allons être plus ambitieux compte tenu des programmes et projets que nous avons. Nous avons fixé en ce moment un objectif de 800 000 emplois, de 1 300 000 emplois. Et là aussi, j'ai été très heureux. En 2023, on a évalué quel était le chemin parcouru depuis 2021. Eh bien, en 2023, on avait déjà créé 1 300 000 emplois. Donc, on était déjà à l'objectif qu'on s'est fixé. Et donc, 2024, 2025, 2026, on sera à beaucoup plus que cela. Et comment on y arrive? D'abord, pourquoi les jeunes et d'autres ne sont pas encore contents de ces efforts que nous avons faits? Si nous avons 800 000 emplois, si nous avons 1 300 000 emplois, comment se fait-il que les gens soient encore mécontents? La première réponse, c'est ce que le représentant de la NPE a dit tout à l'heure. Les gens qui ont un emploi, ils ne disent rien. Seuls ceux qui crient sont ceux qui ne sont pas encore satisfaits, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une vérité. Mais l'autre vérité, c'était que en 2016, quand nous faisions l'évaluation, il y avait pas seulement des chômeurs et des sous-employés, il y avait au moins 3 millions de jeunes béninois
qui disait on n'est pas content, on n'a pas de travail, ou bien on a un travail qui ne nous intéresse pas. Des étudiants, etc. Donc, si vous avez, après cela, 800 000 personnes qui ont du travail, vous avez au moins 2 200 000 qui ne sont pas encore contents, n'est-ce pas? Et forcément, ils vont se faire entendre. C'est ça la problématique dans le monde du travail, et c'est ça qu'il faut, ce sont ces chiffres-là qu'il faut avoir à l'esprit. L'autre chiffre qu'il faut avoir à l'esprit qui est important, parce que partout où vous avez un ministre, les gens se posent la question, et surtout quand c'est dans un milieu militant. Et ça me permet vraiment de saluer toutes les questions que j'ai entendues. Je n'étais pas là au début, mais j'ai entendu les questions qui ont été posées par les différents intervenants. Moi, je suis content de ces questions que j'ai entendues et je veux vous féliciter. Parce que ce sont des questions pertinentes, ce sont ces questions-là que nous entendons un peu partout. Et répondre à ces questions, pas seulement théoriquement comme je l'ai entendu tout à l'heure, mais s'assurer que les préoccupations qui sont derrière sont satisfaites. C'est ça qui fait que nous pouvons demain avoir de meilleurs résultats. Alors pour revenir à ce que je disais sur les questions qui sont posées un peu partout, c'est quelle est la responsabilité de l'État dans la création de l'emploi? L'État, sa plus grande responsabilité dans l'emploi, c'est de mettre en place des politiques qui permettent à d'autres de créer ces emplois-là. Ce ne sont pas les emplois qui sont créés par l'État dans ses administrations ou dans ses entreprises. J'aime bien rappeler ce chiffre-là souvent qui permet effectivement de relativiser les choses. Nous avons dans l'emploi public autour de 100 000 personnes qui sont sous le contrôle de l'État. Donc l'État emploie d'une manière ou d'une autre 100 000 personnes. Supposons que le président Talon, sensible à ce que certains veulent ou critiquent de certains, décide de changer tout ce monde-là. Dire on va renvoyer tout le monde. Le président kenyan, le 11 dernier, a dit je renvoie tout le gouvernement. Le président Talon décide de renvoyer tout le monde, le DG du FNDA, le ministre d'État, tous se disent vous partez tous, on va remplacer les gens. Ça ne donne du travail que pour 100 000 personnes, n'est-ce pas? Donc la solution n'est pas forcément là. Elle n'est pas seulement là. Elle est là, vous avez vu, l'État recrute, l'État par l'intermédiaire des enseignants. On a recruté beaucoup d'enseignants, il n'y a plus d'enseignants dans les écoles aujourd'hui qu'il y en avait en 2016. C'est ça qui montre aussi, soutient aussi les résultats scolaires que nous avons. Moi je suis très content quand j'entends les résultats au BPC, au CEPE, et même au bac où c'est un peu moins bon, c'est beaucoup mieux qu'en 2016. Ce sont les enseignants qui ont été mis dans les écoles. On fait ces recrutements-là. Mais là où il faut créer l'emploi, c'est justement dans les autres politiques qui permettent au secteur privé de recruter, mais aussi à tous ceux qui ont envie de créer un emploi quelque part, dans l'agriculture, dans l'artisanat, dans le tourisme. C'est ça qui permet justement de créer des emplois par ces politiques, par ces réformes qui ont été faites un peu partout, même dans des secteurs qui ne sont pas directement créateurs d'emplois. L'éducation, la santé, les réformes qui ont été mises en œuvre dans ces différents secteurs permettent d'avoir un peu plus de perspectives pour vous tous qui êtes des jeunes et qui cherchez à avoir un emploi. Je ne vais pas revenir sur ce qui vous a été exposé, que j'ai lu avant de venir, et qui répond à un certain nombre de questions. Ce que je peux vous dire, pour ce qui concerne l'emploi public ou l'emploi dans le secteur privé, c'est qu'il faut être combatif. Il ne faut pas s'asseoir et attendre que l'emploi vous vienne, comme je le vois un peu trop souvent. Vous devez aller à la recherche de l'emploi. Et ça commence par les profils que vous avez. Quelqu'un a parlé de ça tout à l'heure. La grande réforme que nous avons introduite dans le système éducatif pour que les gens aillent plutôt vers la formation professionnelle et technique, c'est ça la clé.
amener les gens à avoir les formations là où il y a du travail. Et là aussi, ça n'a pas été fait par hasard. On n'a pas défini les secteurs où il faut aller avoir une formation par hasard. Il y a une grosse étude, j'espère que le directeur général des politiques de développement vous l'a dit, qui a cherché à savoir où sont les emplois aujourd'hui et où sont les emplois de demain. Cette étude-là, elle a été mise à la disposition du gouvernement pour dire nous allons faire des réformes, nous irons vers la formation professionnelle et technique, mais quels sont les secteurs que nous allons privilégier? Et la formation professionnelle a été de dire désormais, en tout cas d'ici 2030, il faut que 70% au moins des apprenants qui sortent de l'école aient une formation professionnelle technique au lieu d'une formation générale. On n'a pas dit tout le monde, on a dit au moins 70%. Et ces secteurs-là, ils sont un peu partout. Mais on a privilégié un certain nombre de filières, l'agriculture bien sûr, il faut qu'on continue de manger, le tourisme, mais d'autres secteurs qui viennent soutenir le développement économique et social de notre pays. Vous êtes à Parakou, vous êtes à Natitiengo, vous êtes à Kalale, vous voulez construire une maison aujourd'hui, il reste encore que vous devez aller chercher votre maçon à Cotonou. Donc là, il y a du travail pour les jeunes qui veulent être dans le bâtiment. Il y a du travail pour les jeunes qui veulent être dans la plomberie. Il y a du travail pour les jeunes qui veulent être dans l'électricité. Et l'État, pour donner le ton à cela, a dit nous allons construire des lycées agricoles. Il y a 30 lycées agricoles qui sont en cours de construction dans tout le pays et qui vont permettre d'accueillir davantage d'agriculteurs qui seront formés aux meilleures techniques agricoles. Je pense que les premiers lycées vont être ouverts fin de l'année prochaine au plus tard. Pareil pour les lycées techniques. Le DG a parlé de la DETA, a parlé tout à l'heure des lycées qui vont être rénovés. Il y a les lycées, les nouveaux lycées aussi. Là aussi, d'ici 2025, de nombreux lycées vont être fonctionnels selon les nouvelles orientations qui ont été décidées par l'État, qui est de sortir vraiment des lycées qui forment des gens aux techniques les plus récentes. Moi, je me rappelle en 2017-18, j'étais allé au lycée technique Koulibaly pour l'activité. J'ai vu les jeunes qui étaient en train de travailler sur les outils techniques, mais c'était les outils techniques que des gens de ma génération utilisaient quand ils étaient au lycée. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, vous avez des outils beaucoup plus modernes. Vous avez des équipements beaucoup plus modernes, vous avez des voitures différentes. Si vous faites de la mécanique, vous avez, pour être mécanicien, vous devez être mieux équipé qu'il y a 20 ans. Donc, cette orientation a été prise, les lycées sont en construction, les écoles de métiers, il y a 7 écoles de métiers, monsieur le représentant de la dette, il y a 7 écoles de métiers qui sont en cours de construction. Et là encore, pour répondre à quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, les écoles ne vont pas être positionnées n'importe où. Il faut que les élèves, les étudiants qui sont dans ces écoles-là puissent en même temps aller à la pratique. Et donc, beaucoup de ces lycées-là vont être dans un environnement qui est assez proche de la filière dans laquelle les gens sont. Quand je prends le bois, une école, parce qu'il va y avoir une école des métiers du bois, eh bien, ça va être à côté de là où il y a des menuiseries qui travaillent sur le bois. Pareil sur les métiers du textile, pareil sur le tourisme. Et certains des lycées techniques vont être hébergés par le site de Semen City qui développe lui aussi un écosystème favorable à l'éducation technique et à la formation professionnelle. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire, l'orientation. Certains d'entre vous sont déjà bien outillés en la matière. Mais d'autres qui sont encore dans les filières générales, je vous demande de faire tout ce qui est de votre possible pour aller le plus près possible des formations professionnelles.
si vous êtes encore en train de vous former. N'allez pas dans des formations générales parce que vous n'avez pas le choix. Aujourd'hui, vous avez le choix. Et Dieu sait la pression que moi je mets sur les ministres chargés de l'éducation, notamment le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et la ministre de l'enseignement supérieur, pour leur dire, vous devez ouvrir d'année en année de plus en plus de places en formation professionnelle et technique. Donc, il faut vous orienter et il faut dire à vos petits frères. Vous avez des petits frères qui certains ont le bac aujourd'hui. Ils vont s'orienter vers l'université. Ceux qui ne sont pas informés sont déjà en train de chercher à aller en droit, en sciences économiques et en géographie, s'il vous plaît. Demandez-leur d'aller en formation professionnelle et technique. Ils auront du travail quand ils vont finir. Les études, ça ne s'arrête jamais dans la vie. À tout âge, vous allez apprendre. Moi, j'envisage quand je vais finir ici au gouvernement d'aller faire un doctorat en mathématiques. Donc, je peux retourner à l'école. Donc, mais donnez-vous du travail, donnez-vous des perspectives d'avoir une famille qui tient debout par elle-même. Après, tout ce que vous voulez faire en matière d'éducation, vous pouvez le faire. Les universités sont ouvertes et il n'y a pas de limite d'âge pour les matières générales. Vous pouvez commencer la géographie à 30 ans. Vous pouvez commencer les maths à 40 ans, à 50 ans, si c'est ce que vous voulez. Mais allez au moins dans une filière où vous aurez du travail. Et ces filières, elles sont nombreuses dans notre pays. Je viens de vous parler du bâtiment. Le Bénin, dans le même esprit que nous avons pris, parce que dans notre stratégie de création des opportunités pour les Béninois, il y a aussi la diversification économique de notre pays. Notre pays est connu de manière structurelle, là je parle aux économistes aussi, par deux grands secteurs, l'agriculture et la logistique. Tout ce qui tourne autour du port, le développement du port, le transport, le transit, etc. C'est ça que j'appelle la logistique. Voilà les deux grands piliers. Nous avons dit, quand on est fort dans une discipline, il faut continuer d'être fort dans cette discipline. Donc dans l'agriculture, nous allons tout faire pour être encore plus fort. Et c'est ça que vous constatez dans des filières clés que vous connaissez. Dans le coton, on avait 250 000 tonnes de coton en 2016. Aujourd'hui, on a près de 700 000 tonnes. Le soja, on produisait moins de 100 000 tonnes en 2016. Aujourd'hui, cette année, on en a produit 550 000 tonnes. L'anacarde, on est à 250 000, 300 000 tonnes en moyenne. En 2016, on était autour de 100 000 tonnes. Donc, des efforts substantiels sont faits pour que cette filière-là, dans l'agriculture, soit encore plus efficiente, plus efficace et plus profitable pour les producteurs qui y sont. Et des réformes accompagnent cela. Le FNDA, c'est la décision du gouvernement d'orienter dans la direction que le directeur général a rappelé tout à l'heure, et beaucoup d'autres choses. Si vous voulez faire une plantation dans la cadre aujourd'hui, vous allez avoir des plans vendus pas par l'État, mais subventionnés par l'État. Un plan qui coûte 600, vous allez l'acheter à 100 francs. Bref, des mesures pour renforcer l'agriculture, et ça donne les résultats que vous voyez. Beaucoup de jeunes ne s'y trompent pas, qui vont dans cette filière. Notre ami tout à l'heure l'a rappelé, qui est dans cette filière, et il peut témoigner tout à l'heure pour vous dire que s'il y est resté, c'est bien parce qu'il gagne de l'argent. Deuxième secteur, c'est le transit et autres. Vous savez tout ce qui est fait dans ce domaine, je ne vais pas rappeler ça. Mais là, nous avons décidé de développer un troisième pilier de l'économie béninoise, qui est le tourisme. Et des investissements massifs sont faits dans ce domaine-là, dans toutes les villes, dans toutes les grandes villes en tout cas, de notre pays. Pour que
des gens aient envie de venir au Bénin, pour que des gens aient envie de venir connaître le Bénin, connaître l'histoire du Bénin, comme un pays africain essentiel. Et nous commençons par voir des éléments de cela. Ça va donner du travail, mais de manière massive aux Béninois. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, parce que tous ces gens qui viennent, il faut bien qu'ils se déplacent, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils mangent, et il faut qu'ils voyagent. Donc certains sont déjà en train de se préparer, ou certains travaillent déjà dans ce domaine-là. Je connais des jeunes qui sont en train de créer des restaurants. Et l'État va soutenir ça. Et nous allons demander à l'ANPE, avec Azolé et autres, d'aller un peu plus dans cette direction. Mais si vous voulez créer votre entreprise, et c'est sur cela que je veux terminer, parce que j'ai dit, l'emploi, c'est le gouvernement dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est le secteur privé. Vous allez travailler toujours pour d'autres personnes. Et la troisième opportunité, c'est de créer votre affaire vous-même. Et je vous y encourage. Et votre affaire, c'est une petite ferme agricole. Il y a 1 an, nous avons fait une réunion ici, à Parakou même, où Charles Toko était là. Charles Toko, vous le connaissez tous, c'est un député, d'ailleurs, de mon parti. Charles a une ferme pas loin d'ici et il produit, il vend. Et il produit, par exemple, du soja. Et il a fait des calculs pour dire, si vous êtes un jeune et que vous avez une ferme de 10 hectares, vous gagnez 2 fois plus qu'un fonctionnaire en fin de carrière. Alors si vous avez le choix, qu'est-ce que vous allez faire? Et on le voit déjà dans certaines communes de notre pays. Il y a déjà la bagarre sur les terres à Banikwara et dans d'autres communes. Même à Parakou, comme le dit le maire. Parce qu'il y a des opportunités. Si vous avez une ferme et toutes ces filières sur lesquelles l'ANPE travaille avec les jeunes aujourd'hui, produire des poulets, produire des lapins, produire de l'escargot. Je connais des jeunes qui sont déjà dans cette filière. Donc, c'est l'entrepreneuriat et c'est là où il y aura le plus d'emplois à créer pour les jeunes notamment. Mais si vous voulez être prospère dans l'entrepreneuriat, il y a un certain nombre de repères qu'il faut avoir. J'ai appelé ça les 7 principes universels pour réussir dans l'entrepreneuriat. Le premier principe, c'est avoir une vision clairvoyante de ce que vous voulez faire. Chaque grand projet commence par cela. Il ne faut pas improviser et dire « je veux aller faire du soja ». Pourquoi c'est le soja que vous voulez? Si vous êtes à Porte-Nouveau ou à Alada et que vous voulez faire du soja, vous n'avez pas fait un bon calcul. Mais si vous êtes à Djiga ou à Djougou, vous pouvez faire du soja. Donc, votre idée de projet doit être basée sur une vision clairvoyante de ce que vous voulez faire. C'est la clé. Ne vous réveillez pas vous dire, moi, je veux faire, par exemple, des escargots. Si vous voulez développer une petite ferme de production des escargots et les vendre, n'allez pas à Djougou. Personne n'en mange là-bas. Si vous allez à Cotonou, Porte-Nouveau ou Ouiga, vous avez un marché. Donc, il faut réfléchir. Deuxième principe, c'est l'innovation perpétuelle. Pourquoi l'innovation perpétuelle? Parce que
Quand vous avez une idée, dites-vous qu'il y a des milliers de personnes qui ont la même idée que vous. Et si vous n'êtes pas dans cette perspective d'innover tout le temps pour voir comment je change les choses pour avoir davantage de recettes, pour avoir des coûts de moins en moins élevés, je produis, mettons, 1 kg de soja à 200 francs et je le vends à 250 francs. L'idée que je dois avoir en permanence, c'est comment je fais pour produire le soja à moins de 200 francs. Ou comment je fais pour le vendre à plus de 250 francs. Ainsi de suite, y compris sur la main-d'œuvre. Troisième chose, c'est la gestion rigoureuse des ressources. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il s'agit des ressources humaines ou des ressources financières. C'est la clé aussi d'avoir la meilleure gestion de ces ressources-là. Le quatrième principe, c'est la construction de relations solides. Il faut avoir, un réseau de relations, de travail qui soit favorable à votre entreprise. Même si vous êtes seul dans l'entreprise, c'est une entreprise. Il faut qu'elle puisse vendre, il faut qu'elle puisse produire au meilleur coût. Et plus l'entreprise sera grande, plus il sera important de bâtir cette entreprise sur un réseau de relations authentique et durable. Ça commence aussi par l'environnement dans lequel vous êtes. Si vous créez votre entreprise dans un environnement où vous battez avec tout le monde, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc si vous créez une entreprise, vous avez intérêt à vous entendre avec tout ce qui est dans votre environnement. Cinquième principe, c'est la résilience face aux échecs. Toutes les entreprises qui commencent ne prospèrent pas. Mais ne vous découragez pas. Dites-vous, bon, j'ai des soucis, mais ça va s'arranger. Mais il faut vous battre pour que ça s'arrange. Il ne faut pas vous croiser les bras et dire, ça va finir par s'arranger. Non. Vous avez un problème, c'est un problème que je connais, une entreprise auquel elle est confrontée aujourd'hui. Elle est confrontée aujourd'hui, c'est une entreprise dans laquelle certains employés sont en train de voler l'entreprise. Et ça, c'est le sport national dans les entreprises. Comment vous faites pour que, quand vous êtes confronté à ça, vous devez ouvrir les yeux, vous poser la question, mais comment je fais pour que cette saignée-là s'arrête? Parce que vous n'êtes pas seul dans le secteur, comment les autres font? Donc c'est important de répondre à ça et de se dire que l'échec n'est pas un échec, n'est pas forcément la fin de votre expérience en tant qu'entrepreneur. Et sixième principe, c'est l'éthique et la responsabilité sociale. Quand vous commencez, si vous êtes seul, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes plusieurs, vous avez une responsabilité sociale, qui est que tous les gens qui travaillent dans l'entreprise, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. S'ils n'ont pas un intérêt, tous les jours, ils vont chercher votre échec. Et vous allez finir par échouer. Mais il faut être aussi éthique. Il faut que votre entreprise, votre projet repose sur ce qu'on appelle une éthique claire, une responsabilité qui est de ne pas faire du mal dans la société. Et dernier principe, c'est évidemment la quête permanente du savoir. Qu'est-ce que, si vous êtes dans une filière, qu'est-ce que vous faites? Je prends le soja, encore une fois. Ceux qui ont promu la filière du soja aujourd'hui, au Bénin, on les connaît, c'est une entreprise qui s'appelle Fudor. Le soja existait, ça se produisait, mais ils ont décidé de promouvoir la filière parce que c'est une entreprise qui produit de l'huile et elle avait besoin de graines pour produire de l'huile, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir les graines de coton. Malheureusement, au bout de quelques années, ils ont été confrontés au fait que d'autres venaient sur le marché et achetaient le soja à un prix plus élevé que le prix auquel ils étaient prêts à payer les paysans.
Donc les paysans ont déserté, ont commencé par vendre aux autres et ils ont eu de moins en moins de graines de soja. Dans la position de cette entreprise, la question c'est comment je m'organise pour que le kilo de soja me rapporte davantage que ce que ça me rapportait. Donc il faut produire plus que l'huile. Les autres, c'est parce qu'ils produisent plus que l'huile. Donc dans un kilo de soja, celui qui sort de l'huile de soja, qui sort de la farine de soja, qui sort des biscuits de soja, qui sort même du lait de soja, ça lui rapporte beaucoup plus que celui qui ne sort que de l'huile. Donc la réflexion sur ce que vous faites doit être permanente. Si vous ne faites pas ça, au bout de quelques temps, parce que d'autres vont venir dans le secteur, les concurrents vont venir, vous allez sortir du jeu. Donc voilà ce que j'appelle les 7 principes, et c'est important de les avoir à l'esprit quand vous commencez et que vous voulez construire une entreprise prospère dans la durée. Je vais terminer mon intervention pour revenir à ce que le gouvernement fait. Rappelez encore une fois que le premier objectif de ce gouvernement, c'est de donner du travail aux jeunes. Et sur ce chemin-là, la réflexion, elle est permanente. Tout ce qui a été fait, par exemple, dans la zone économique de Glodjibé, il participe. Qui est de dire, si nous voulons du travail, donner du travail aux jeunes, il faut aussi que la production agricole de notre pays soit transformée. Si nous restons des vendeurs de matières premières brutes, nous allons continuer comme d'autres pays à voir nos jeunes être de plus en plus chômeurs, avec tous les risques que ça comporte, y compris les risques de sécurité nationale. Aujourd'hui, à Glodjibé, tous ceux qui y sont allés savent que nous avons déjà 12 000 jeunes qui y travaillent. J'y étais il y a quelques jours, 12 000 jeunes travaillent déjà là-bas. D'ici la fin de l'année, 35 000 jeunes vont y travailler. Et ils étaient, il y a quelques jours, à Parakou ici, pour, disons, recruter. Il y a 1200, d'après ce que le maire m'a dit, qui se sont inscrits pour aller travailler à Glodjibé. Et il va y en avoir de plus en plus. Sur 10 ans, c'est au moins 300 000 jeunes qui vont pouvoir travailler là-bas. Mais c'est important que cet effort du gouvernement soit accompagné par tous les Béninois. Comment? Il faut que la matière première reste dans notre pays. Il faut que le soja, il faut que le cajou, il faut que le coton, il faut que les autres matières premières de qualité et autres qui vont être transformées ici, il faut que ça reste dans notre pays. Si nous voulons que le travail reste pour nous là et pour nos frères, nos enfants, il faut que la matière première soit protégée par les Béninois eux-mêmes. J'explique ça pour que vous compreniez très bien de ce qui est en jeu. Jusqu'en 2020-2021, nous exportions pour l'essentiel, l'exportation était libre. Donc les gens pouvaient venir acheter nos produits ici et les exporter. Et aller les transformer puisque personne ne mange la noix de cajou brute. Vous avez déjà vu ça? On mange les amandes. On mange autre chose. Donc il faut que ce soit transformé. Donc ceux qui viennent acheter ici, ils veulent aller alimenter leurs usines. Et quand ils alimentent leurs usines, ils vendent les amandes à un prix beaucoup plus élevé. Donc ça leur rapporte beaucoup plus. Et ça leur rapporte plus que ce que ça rapporte à nos producteurs. En plus, ça donne du travail à leurs jeunes là-bas. Parce que ce sont leurs jeunes qui sont dans les usines. Nous voulons prendre la part qui est la nôtre, qui est de dire ce que nous produisons ici, là, il faut que ce soit transformé ici. Vous devez savoir que ça ne les arrange pas. Ils veulent continuer à venir acheter les noix à vil prix. Ils veulent pouvoir continuer par acheter le soja, les graines de soja à un prix qu'ils ont fixé.
Donc aujourd'hui, devant cette volonté du gouvernement de transformer ici, ils vont se poser par tous les moyens, y compris en offrant aux paysans des prix qui, aujourd'hui, sont plus élevés. Donc aujourd'hui, les noix de cajou, on m'a dit hier, ça rapporte 750 francs le kilo sur le marché. Donc quand un paysan ou un commerçant qui détient les noix est sensible à ce prix-là, il dit, je vais vendre à ces commerçants qui vont à l'extérieur plutôt qu'aux usines qui sont à Glodibé et ailleurs. Je dis, ce n'est pas dans notre intérêt parce qu'ils vont acheter ça cette année à 750, mais quand les usines béninoises vont fermer, parce que c'est ce qui va se passer, si les usines n'ont pas de matières premières, elles n'auront pas de raison de rester ouvertes. Et si elles ne sont pas ouvertes, il n'y aura pas de travailleurs là-bas. Donc, ils vont, en ce moment-là, proposer à nos paysans de leur acheter les noix de cajou à 100 francs le kilo. C'est à 750 aujourd'hui, mais ça va être à 100 francs le kilo demain, quand les usines seront fermées. Donc, l'intérêt de tout le monde, y compris les producteurs, c'est que les noix de cajou restent au Bénin, soient transformées au Bénin, créent davantage de valeur, donnent du travail aux jeunes béninois. C'est pareil pour le soja. C'est vrai pour le qualité. C'est le point final de ma conclusion et je vous remercie de votre attention.